Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Leblay pour qu'il nous parle de sa vision de la souveraineté intérieure. Retraité très actif, comme il aime à le dire, c'est un ancien de la fonction RH, expert en dialogue social et enseignant en université et école supérieure, dont SUP-DRH. Il continue d'ailleurs à gérer des situations compliquées, aussi avec des dirigeants d'entreprise et des directeurs des ressources humaines lors de formations. Il est très actif en effet, car en plus de cela, il a écrit pas moins de 8 livres depuis 2023. Esprit vif et sens de l'humour sont les deux qualificatifs qui me sont venus à l'esprit lors de notre échange téléphonique pour préparer cette interview. Mais il possède une troisième qualité. Il aime transmettre. Pour un ancien enseignant, c'est plutôt normal, vous me direz. Et cette idée du don, vous la retrouvez sur son profil professionnel LinkedIn. Pour être heureux, libérez votre cœur de la haine et votre esprit des soucis. Vivez simplement, donnez plus et attendez moins. Il possède également une autre qualité. Il sait créer l'envie, le suspense. C'est le sentiment que m'ont donné les échantillons de ses romans sur Internet. Avec Alain, nous allons parler de légitimité et de dépassement de nos limites pour atteindre nos objectifs. Thème central de ce podcast. On est ensemble pour 30 minutes. Allez, c'est parti. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose à cette présentation? Non, je n'ai pas trop parlé de moi, donc vous en avez déjà largement assez dit. Ok. Alors, on va attaquer tout de suite les questions. Qu'est-ce que c'est la légitimité pour vous? Parce que c'est un thème qui est central, d'autant que vous avez écrit un livre sur le sujet. La légitimité, en fait, c'est quelque chose d'assez complexe parce que quand on parle de légitimité, chaque fois que je lis des articles sur la légitimité, il y a toujours cette volonté de mettre en regard la légitimité et la légalité sous prétexte qu'il y a la même racine latine, leg. Euh, En fait, la légalité renvoie plutôt d'une manière globale vers la loi, vers les textes, vers ce qui est écrit, alors que la légitimité, c'est un construit qui se fait sur la base de ce qui est accepté par l'autre. C'est-à-dire que comme je l'ai dit, la légitimité, on est légitime quand on se sent légitime, mais notre légitimité se voit dans le regard de l'autre. Ça veut dire que on peut avoir tous les éléments nécessaires pour se sentir légitime. Si les autres nous renvoient le doute sur notre légitimité, on ne sera pas légitime. D'accord? Donc, la légitimité, ça se décerne pas, c'est pas une médaille qu'on nous remet ou un diplôme. La légitimité, elle se construit au fur et à mesure de la relation. C'est un petit peu ce que j'avais développé à l'époque où j'étais dans le dialogue social. Dans le dialogue social, c'est quelque chose d'important. Dès que je fais des formations sur le management ou sur les stratégies dans le cadre du dialogue social, stratégie RH, il y a toujours un volet légitimité. Parce que à partir du moment où on va être amené à mener des négociations, il faut être capable, en amont de la négociation, de créer sa légitimité. Si on n'est pas un acteur légitime dans la négociation, il n'y aura pas de négociation. Et comme la négociation se fait forcément sur un terrain conflictuel, eh bien, si vous n'avez pas la légitimité nécessaire, c'est-à-dire la reconnaissance des acteurs pour pouvoir mener ces négociations, ben, elles échouent. Est-ce que la légitimité a quelque chose à voir avec la confiance? La confiance est un des éléments qui vont contribuer à construire la légitimité. La confiance en soi,
fait partie de ces éléments qui vont construire la légitimité. Mais on a confiance en soi tant que l'on voit dans le regard de l'autre qu'il y a une forme de reconnaissance. Oui, il nous reconnaît comme étant légitimes, il écoute ce qu'on lui dit, il participe, il dialogue, même s'il nous remet en cause, il argumente. Tant que cette relation est équilibrée, on a confiance en soi, on sait qu'on est là, on a les éléments. En plus, si on a bien préparé son dossier, eh bien, on peut discuter du dossier, on peut en parler, on peut argumenter. Mais si on perd la confiance en soi, on perd la légitimité puisqu'elle est une des composantes de la légitimité. Est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus des composants de la légitimité ou pas? Il y a énormément de choses à dire sur ce qui compose la légitimité. En fait, vous savez, quand on dit la légitimité, en fait, on devrait dire les légitimités. C'est-à-dire que votre légitimité, elle est issue d'un parcours qu'on appelle la légitimation, hein, dans lequel vont entrer un certain nombre de légitimités, d'éléments. Par exemple, si vous êtes avocat, la robe de l'avocat a une certaine légitimité au regard des autres. Quand on voit arriver quelqu'un avec la robe d'avocat, on se dit, ah ben voilà, on pense que c'est un avocat, mais c'est peut-être le pire avocat du barreau, c'est peut-être le plus mauvais qu'on ait jamais vu. Donc il y a d'autres éléments qui vont entrer en ligne de compte pour pouvoir dire oui, il a la légitimité nécessaire pour pouvoir mener mon dossier. Oui, on est d'accord, c'est pas une histoire de posture, il faut des choses beaucoup plus profondes, des choses qui ne sont pas forcément conscientes, notre façon de bouger, etc. Non? Oui, il y a énormément de choses en fait. Il y a des choses qui sont inhérentes à la personne, c'est ce que j'appelle les légitimités personnelles. Mais parmi les légitimités, il y en a qui sont objectives. Lorsque vous arrivez quelque part et que vous produisez votre carte d'identité, ou lorsqu'un agent de la circulation, un inspecteur de police ou autre vous produit sa carte, voilà, déjà vous avez un élément. C'est peut-être une fausse carte, c'est peut-être pas un véritable agent, parce que les escrocs, ça manque pas, hein, mais c'est un élément qui va contribuer à sa légitimité. Derrière, il faut le démontrer. Donc, la première étape, c'est il y a des éléments qui sont des éléments d'ordre personnel, d'autres qui sont des éléments dits hérités, c'est-à-dire que le fait de produire, par exemple, une carte d'un syndicat ou une carte émanant de la préfecture ou autre, va vous donner une légitimité qui est la légitimité de l'instance qui a édité la carte. Lorsque vous prenez un diplôme, par exemple, un diplôme, voilà, il a une légitimité que l'on peut produire, hein, donc c'est une légitimité objective, on a quelque chose de tangible, et dessus il y a notre nom. Mais si le logo de l'entreprise, de l'école qui a délivré ce diplôme est celui de l'école Tartomol que personne ne connaît, il n'aura pas la même légitimité que si c'est un diplôme d'une grande école reconnue. Mhm, tout à fait, ouais. Il y a tout un concours, toute une construction. Donc il y a des légitimités d'ordre personnel, je l'ai dit, des légitimités héritées, mais il y a aussi des légitimités qui sont objectives, on peut les produire, et d'autres qui sont subjectives. Lorsque vous arrivez quelque part et que les gens ne vous connaissent pas, ne vous ont jamais vu, ils vont construire votre légitimité à travers des éléments subjectifs. On a toujours l'impression que notre jugement est très objectif lorsqu'on juge de la légitimité de quelqu'un, alors que pas du tout. On va s'attaquer à ce que l'on voit tout de suite, c'est-à-dire son apparence, donc son dress code, ce que nous inspire son dress code. D'accord? Quand on dit c'est pas l'habit fait pas le moine, c'est complètement faux. À la première rencontre, l'habit fait le moine. Est-ce que derrière on a vraiment un homme d'église? Ça, c'est autre chose. Mais dès lors qu'il est habillé comme un moine, on va avoir tendance à vouloir dialoguer avec lui, le traiter comme on le ferait d'un vrai moine. Donc, il ne faut pas euh, considérer la chose autrement que comme un construit, des éléments personnels, des éléments hérités, des éléments objectifs, des éléments subjectifs. C'est un ensemble qui va construire votre légitimité et la légitimité au premier contact
quel que soit l'endroit où vous alliez, que ce soit la première fois que vous rencontrez l'élu de votre cœur, ou la première fois que vous rencontrez vos futurs beaux-parents, ou la première fois que vous allez dans un cabinet de recrutement, ou votre premier jour en entreprise. Dans tous les cas d'espèce, les gens vont juger quoi? Ils ne vous connaissent pas, ils vous ont jamais vu, donc ils vont pas vous juger sur vos compétences, votre parcours, ils l'ignorent. Donc ils vont juger sur ce qu'ils ont devant eux, c'est-à-dire votre apparence, vos attitudes, et un élément important qui rentre dans le cadre des études de Salomon H sur l'effet de halo, ce qu'on appelle le principe de recommandation. Ça veut dire que le premier jour, quand vous arrivez en entreprise, les gens vont vous voir passer, ils vont regarder comment vous êtes habillé, ils vont regarder comment vous vous comportez avec eux, et ils vont regarder quelle est la personne qui vous accompagne. Suivant que votre premier jour en entreprise, vous le faites avec le directeur général ou que vous le faites avec le délégué syndical ou avec une secrétaire ou avec, j'en sais rien, moi, l'homme de ménage, l'image que les gens vont conserver de vous, qu'ils vont avoir de vous, qu'ils vont construire, n'est pas du tout la même. D'accord? Donc, même chose le jour où vous allez rencontrer une personne, ce sera toujours la même chose. Vous allez avoir quelqu'un, vous avez envie d'aller vers cette personne, vous voulez entrer en contact avec elle, bah, vous allez essayer autant que faire se peut d'être en conformité avec ce que la personne attend. C'est-à-dire que bon, voilà, vous allez soigner votre tenue, vous allez soigner vos manières et vous allez lui dire bonjour, je suis un ami de. Sous-entendu, si l'ami en question, si vous avez bien choisi évidemment la personnalité, la personne considère que les amis de mes amis étant mes amis, ah bah, si vous venez de la part d'eux, je vous reçois. C'est la même chose dans un entretien d'embauche. La personne, lorsqu'elle arrive, si on recherche un DRH et qu'il ressemble à un colleur d'affiche, déjà au départ, et il y a, voilà, il y a un malaise. Donc, si la personne est attendue pour être le futur DRH de l'entreprise, ben, elle s'arrange pour ressembler à un DRH dans son apparence, dans ses attitudes. Hein, et puis elle dit j'ai vu votre annonce sur tel journal où je suis envoyé par telle école. C'est quelque chose qu'on fait naturellement, mais dans la construction de la légitimité, c'est quelque chose auquel rares sont les gens qui font bien attention à tous ces détails. D'où le fait d'avoir écrit ce livre, parce que à l'époque où j'avais fait mon mémoire de troisième cycle, je cherchais un sujet original. Et comme c'était un master en management des ressources humaines, la majorité du temps, on choisit un sujet en lien avec le droit, avec le droit de l'entreprise, etc. Moi, j'avais choisi un sujet sur le dialogue social et en plus sur un, un acteur qui quelque part est un petit peu particulier parce que c'est pas un acteur syndical, c'est un acteur qui a un mandat préfectoral et beaucoup de gens le voient comme un acteur syndical, ce qu'il n'est pas. Donc la question c'était comment arrive-t-il à construire sa légitimité dans des entreprises où personne ne l'attend ou tout au moins l'attend avec un a priori négatif. Ok. J'aurais une question justement sur la légitimité. Est-ce que la voix VOX va participer à la légitimité? Est-ce qu'il y a des cas où un homme va être discriminé ou dans d'autres cas, une femme va l'être par la nature de sa voix, tiens? Oui, bien sûr, ça fait partie des éléments. La façon de poser sa voix est importante, puisque lorsque vous interagissez, lorsque vous communiquez, la communication repose sur les mots, la voix et les gestes. Donc les mots que vous allez prononcer sont importants, mais la façon dont vous allez les prononcer l'est aussi. Parce que la voix a une importance, je suis allé de l'ordre de 35% de mémoire dans le 35 ou 38% dans le cadre de la communication. Et la voix, c'est quelque chose sur lequel on a évidemment la possibilité de contrôle, mais elle a aussi la fâcheuse habitude de nous trahir. C'est-à-dire que si vous êtes dans une négociation et que dans votre voix on sent précisément que je vois, non, je vous en supplie, donnez-moi, automatiquement, je veux dire, construire votre légitimité va aussi
nécessité de bien connaître l'analyse transactionnelle, la communication, toutes les règles d'interaction entre les individus. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre? Enfin, plutôt plus exactement, qu'est-ce que vous essayez de transmettre aux gens? Qu'est-ce que ça peut leur apporter, de travailler leur légitimité? Est-ce que ça peut changer leur vie? Bien sûr, parce que beaucoup de gens sont dans le doute. Qui plus est, les grands médias, avec tout ce qu'ils nous diffusent au quotidien, ont tendance à cultiver le doute chez les individus. Donc, à partir du moment où les gens doivent interagir, que ce soit dans le cadre de négociations, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours, puisque je vous disais, tout ce que j'ai enseigné sur la légitimité est valable aussi dans les relations interpersonnelles du quotidien. La première fois que vous emménagez quelque part et que vous avez des voisins, vous voulez aller vous présenter à vos voisins, euh, il y a un certain nombre de codes à connaître. Et savoir construire sa légitimité dans le cadre d'une négociation, eh bien, va vous permettre de la construire dans d'autres circonstances de votre vie. Oui, donc ça sert à tous les niveaux, effectivement. Bien sûr. Est-ce que ça a été, facile d'écrire ce livre, ainsi que les 7 autres que vous avez faits depuis l'année dernière? On peut dire que vous êtes prolifique. Oui, puis j'en ai trois en préparation en ce moment, trois autres en préparation. Non, ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que j'avais un gros problème d'écriture. J'ai toujours eu des facilités à l'oral que j'ai développées évidemment au fur et à mesure du temps pour compenser une faiblesse à l'écrit. Faiblesse à l'écrit, c'est vieux, je veux dire ça remonte à loin. Je l'ai pas compris tout de suite, hein. Il a fallu que j'ai des gens qui m'ouvrent les yeux et parfois même au burin pour que j'arrive à comprendre les raisons qui avaient provoqué ce retard à l'écriture, cette difficulté à écrire. Et en fait, ça remonte à mon enfance. Il y a beaucoup de choses qui remontent à l'enfance, mais là, en fait, ça remonte à mes premières années d'école. J'avais eu une rédaction à faire comme on en a dans les écoles. Et au moment de rendre bon, le sujet, c'était voilà quelque chose qui reposait sur l'imagination. Il fallait raconter un rêve. Et donc j'avais fait ma rédaction. Et au moment de rendre les rédactions, le prof rend les rédactions à tout le monde. Et à mesure, les notes diminuaient. Je m'inquiétais. Je me disais pourtant, bon, pas l'impression d'avoir fait quelque chose qui était aussi mauvais que ça. Et donc, une fois qu'il est fini, je vais garder le meilleur pour la fin. Donc là, ici, il y a zéro, hein, je vais vous le lire. Et là, il a lu ma rédaction à tout le monde en y mettant évidemment le ton pour bien faire en sorte de dire pas idée de raconter des conneries. Et quand il a eu fini, il m'a jeté ma rédaction. Il m'a dit abstenez-vous d'écrire, le monde ne s'en portera que mieux. Et ça, vous a provoqué un blocage? Oui, le blocage est arrivé progressivement. C'est quelque chose auquel j'ai pas forcément fait. J'ai eu l'impression en fait que je développais cette compétence à l'oral sans m'apercevoir que en fait elle était due à ce blocage qui était en train de se créer à l'écrit. Mais ça a été une catastrophe, hein. J'ai eu mes diplômes, j'ai eu mon bac à l'oral, hein. Le challenge pour moi, ça a été d'essayer d'obtenir le minimum de points à l'écrire pour pouvoir passer à l'oral, que là, bon, bah, j'ai pas eu de soucis. Je me rappelle d'un prof quand j'étais en année du BTS, qui, à chaque fois qu'il y avait un examen, il venait s'asseoir à côté de moi avant de commencer l'examen, hein, et il me parlait de la pluie, du beau temps, de tout et de rien, hein. Et puis ensuite, il me disait, alors, t'as regardé le questionnaire, ça va, je vous ai pas sabré, hein. Allez, bon courage. Et il partait. Ça me permettait d'avoir voilà une espèce de confiance. C'est pas pour autant que j'avais d'excellentes notes, mais je veux dire avec lui, il y avait cette mise en confiance qui m'amenait à voilà essayer de trouver naturel les réponses. J'avais eu aussi une autre anecdote marrante avec un autre prof qui lui, c'est pareil, on s'entendait bien, qui comprenait très bien mon blocage, puisque en fait à l'école, la majorité des profs étaient au courant, tout au moins dans les études supérieures, parce que je passais autant de temps au tableau qu'eux.
C'est-à-dire que chaque fois qu'un prof faisait un cours et disait, bon, qui veut aller au tableau faire l'exercice, il n'avait pas fini la phrase, que j'étais monté au tableau, j'avais pris une craie et j'attendais les questions. Donc c'était bien pour mes petits camarades de classe parce que voilà, dès qu'il y avait besoin d'un mec au tableau, ils étaient sûrs de ne pas y aller. Donc toutes les notes que j'ai eues au tableau compensaient les mauvaises notes que j'avais à l'écrit. Et je me rappelais toujours de cet examen avec ce prof qui on rentre en cours de maths et puis il demande quelqu'un pour aller faire correction au tableau. Pof, je me précipite au tableau, je prends ma craie, je commence à travailler. Et puis, une fois que j'ai eu fini toute la démonstration, il était au fond de la classe. Il me dit, c'est marrant, mais il y a vous voir comme ça, on n'a pas l'impression d'être totalement abruti. Alors, on avait un langage très libre, hein, lui et moi, quand même, faut le dire. Et je lui dis, ah bon, pourquoi vous me dites ça? Non, pas parce qu'il dit, ce que tu viens de corriger là et pour lequel tu as 20, c'est l'examen que tu as eu, l'examen blanc que tu as eu ce matin, sur lequel je t'ai mis 1 parce que tu as bien orthographié ton nom. J'ai dit, oui, mais ce matin, ça m'a pas du tout été évident. Donc, plus le temps passait, plus cette difficulté à écrire s'est renforcée à mesure que la facilité d'élocution se développait. Tout à fait, Et ouais. ça m'a amené, donc, à l'époque où j'ai commencé à enseigner, bah, j'étais l'enseignant qui ne donne pas de support de cours. C'est-à-dire que j'ai travaillé sur la concision et en fait, je donnais des PDF ou des tableaux, c'est-à-dire que je concentrais un maximum d'informations dans un tableau, dans une représentation graphique, pour pouvoir expliquer graphiquement ce que j'étais incapable d'écrire. Et beaucoup d'étudiants me disaient, mais monsieur, il y a un livre là-dessus, vous n'en avez pas écrit un, vous en avez à nous recommander. Alors je recommandais des écrits d'autres personnes, mais j'en avais pas à leur produire, parce que j'étais incapable d'écrire un bouquin. Là, ça a été un véritable calvaire pour moi d'écrire mon mémoire de troisième cycle ou d'écrire la thèse pour mon expertise et autres. C'est très intéressant ce que vous racontez parce que vous montrez qu'en fait, on est en capacité de dépasser ces blocages. Vous expliquez, ce qui se passe effectivement, c'est que plus le temps passe, plus il va être renforcé parce qu'en fait, toutes les conditions vont se présenter pour qu'en fait, on renforce cette croyance comme quoi on est incapable de et on va compenser avec d'autres facultés qui vont nous permettre de continuer à avancer ou pas d'ailleurs, hein. Il y a des gens qui se sabotent. Vous avez choisi l'oral. Mais ça, c'est intéressant parce que ça parle de la plasticité du cerveau, dont on parle en neurosciences. Et en coaching, par exemple, on va parler de croyances limitantes qui nous empêchent d'aller là où on veut. J'appelle ça la dynamique de l'échec. C'est-à-dire on se persuade qu'on n'y arrivera pas. Comme le cerveau est programmé pour la réussite, hein, en lui disant j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, j'y arriverai pas, on se donne un but Tout à qui est fait. celui d'un échec. Et lorsqu'on échoue, le cerveau est content parce qu'on lui a donné ce qu'il attendait. Exactement. D'autant plus que le cerveau n'aime pas faire d'efforts. Donc, en fait, il dépense le moins d'énergie possible en ayant cette stratégie. Voilà. J'ai envie de vous demander, mais on ressent quoi quand on arrive à dépasser ce blocage? Grande fierté. Comme un petit peu comme à chaque fois que vous réussissez à faire quelque chose que vous n'arriviez pas à faire, d'un seul coup, voilà, vous y arrivez, vous essayez de recommencer, parce que là encore, le cerveau est comme ça. À partir du moment où il a trouvé une solution qui fonctionne, il va surtout pas aller en chercher une autre. Et donc, voilà, j'ai commencé à écrire à partir du moment où je suis tombé sur les bonnes personnes qui m'ont donné les bons conseils, qui ont réussi à me faire les bonnes démonstrations. Le blocage s'est levé. Donc ça s'est pas fait comme ça ex nihilo, hein. Il y a eu voilà, il y a eu un travail qui s'est fait et donc on m'a dit bah, commence par écrire voilà un article. Tu as réussi à écrire un mémoire, donc tu sais écrire. Hein, quand tu es obligé, tu sais écrire. Donc voilà, commence par écrire des articles. Donc j'ai écrit des articles dans LinkedIn. Bon, il y a 1500 caractères, c'était pas non plus trop tordant. Et puis, à mesure que le temps passait, j'ai commencé à écrire d'autres choses, des articles un petit peu plus longs, et jusqu'au jour où voilà, une de ces personnes m'a dit, mais t'as l'imagination qu'il faut, pourquoi est-ce que t'écris pas un roman? Ça te permettrait justement, je suis incapable d'écrire un roman. Mais attends, t'étais incapable d'écrire des articles dans LinkedIn il y a quelques années. Aujourd'hui, tu es capable de le faire. Un roman,
D'autant que voilà, tu racontes bien les histoires. Alors je me suis mis à écrire mon premier roman et en fait je l'ai écrit très vite parce que il était dans ma tête, il s'était construit dans ma tête comme tout le reste. Quand on me téléphone en me disant, Monsieur Holbey, pouvez-vous animer une formation ou une conférence sur telle thématique, enfin quelque chose que je maîtrise, évidemment, je ne parle pas de ce que je ne sais pas, je peux parfaitement venir dans l'heure et puis faire une conférence sur le sujet sans rien avoir préparé, parce que j'ai tout là, du fait que j'ai jamais rien écrit, tout est là. Je fais des travaux dans ma maison depuis des années, il n'y a aucun plan, il n'y a rien de dessiné, tout est conçu et je fais au fur et à mesure de ce que j'ai en tête. Et là, ce premier roman, en fait, je l'ai écrit très vite au regard des autres. Je l'ai écrit très vite parce que il était là, il existait. La difficulté, c'était pouvoir le faire passer de là à là, de Mhm. dépasser la problématique de l'écriture. Ce que vous voulez dire aussi est très important parce que vous venez d'expliquer qu'en fait, il faut d'abord avoir la prise de conscience, l'acceptation en fait de ce qu'on est en train de comprendre et ensuite poser des actions, c'est-à-dire se mettre en mouvement. Et c'est pas passer directement de je n'ai rien fait du tout à écrire un roman ou un livre sur la légitimité. Vous êtes passé par des étapes intermédiaires. Alors, c'est un peu comme je veux faire le Mont Blanc, bah, je commence par faire des chemins qui sont vallonnés, des petites montagnes, etc., pour me préparer physiquement et psychologiquement. Et bah, c'est exactement ce que vous avez fait. Et c'est comme ça qu'on dépasse nos propres, nos propres limites. Moi, je travaille ma voix et je suis confrontée exactement à la même chose. Il a fallu accepter des prises de conscience, puis après, chanter, m'autoriser à chanter au fur et à mesure. C'est super intéressant et moi j'ai envie de vous demander, dans la continuité de ce que vous disiez sur la question de l'échec et de la réussite, c'est quelque chose que vous m'avez dit lors de la préparation de cette interview, qui est: nous sommes le résultat de nos erreurs, pas de nos résultats. Pas de nos réussites, excusez-moi. Et Ouais. moi, j'aurais envie de vous demander, mais vous avez appris quoi au travers de cette expérience de dépassement de vos limites et vis-à-vis de la vie aussi? Qu'est-ce que ça apporte concrètement, au-delà de l'écriture du livre, dans la conception qu'on a de sa vie et de sa vie et de la vie avec un grand V? Bah, on s'aperçoit que beaucoup de nos limites sont des limites que l'on s'impose, que l'on s'est construit, et on a la satisfaction de passer une limite, en fait, de se dire, tiens, je pensais que c'était impossible. Vous savez, il y a une phrase de Mark Twain que j'aime beaucoup qui dit, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Voilà. Je l'ai encore sorti il n'y a pas tellement longtemps à un avocat qui faisait une présentation en disant que, voilà, compte tenu du milieu dans lequel il était issu, compte tenu des études qu'il fallait faire, des difficultés qui se sont placées sur sa route, il pensait jamais y arriver. Tout son environnement était contre lui, il lui disait, mais non, tu n'y arriveras pas, tu te rends pas compte les études que ça représente, etc. Finalement, il l'a fait, il a réussi à avoir ses diplômes, il a réussi à ouvrir son cabinet, il a embauché des gens. Et voilà, et au terme de sa présentation, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, Mark Twain disait, et je lui ai donné la citation de Mark Twain, parce que, effectivement, moi, en fait, pendant des années, j'ai cru que bah, écrire serait impossible. Au même titre que, par exemple, comme je suis de petite taille, il y a des choses qui me demandent, voilà, quand je dois aller chercher des articles sur des rayonnages un petit peu hauts, soit j'ai la chance d'avoir quelqu'un à côté qui est plus grand que moi qui va pouvoir le faire, ou j'ai un tabouret, mais bon, je sais que du fait de ma taille, il y a des choses que je pourrais pas faire ou alors je pourrais les faire si. Hein. Ça ne veut pas dire automatiquement qu'on peut tout faire. Je veux dire, demain, je peux pas, même si j'y mettais tout mon cœur, je pourrais pas devenir astronaute, je pourrais pas devenir un grand gymnaste, je pourrais pas. Voilà. A priori, au départ, on a la possibilité de faire. Après, c'est ce que l'on va travailler. Comme je disais toujours à mes étudiants, je suis expert dans mon domaine parce que j'ai travaillé ce domaine. Mais être expert dans mon domaine, ça veut dire que j'ai concentré l'essentiel de mes efforts sur cette activité-là. Ça veut dire qu'à côté de ça, il y a des domaines sur lesquels je suis mauvais,
il y a d'autres domaines dont j'ignore absolument tout jusqu'à leur existence. Donc, être un expert, c'est bien quand vous restez sur votre créneau. Et si vous avez la possibilité d'ouvrir un petit peu le champ des possibles et de découvrir une nouvelle possibilité, comme là, ça a été celle d'écrire, bon, effectivement, derrière, il y a eu un flot un petit peu comme un barrage, vous savez, qui explose. Vous avez tout le contenu derrière qui va se déverser. Et puis ensuite, eh ben, la rivière, voilà, va reprendre son cours à travers les ruines du barrage. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire qu'au début, j'ai énormément écrit. Mon premier roman, ça s'est fait très vite. Le deuxième, c'est pareil, c'était. Le troisième, voilà, je suis en train de travailler dessus. C'est un petit peu plus complexe parce qu'il faut que, voilà, j'ai d'autres choses à faire entre les deux. Et puis, comme mes étudiants ont vu que j'avais publié un premier puis un deuxième roman, ils ont dit, mais alors finalement, maintenant, vous savez écrire. Donc, je vous rappelle qu'on a des bouquins de cours. On a les bouquins de cours qui nous attendent. Et voilà, donc la première thématique qu'ils m'ont absolument demandé, c'était la légitimité. Donc j'ai écrit cet ouvrage sur la légitimité. J'en ai un exemplaire là, si vous voulez voir. Ouais, ouais et bah, je l'ai acheté, hein, d'ailleurs et ce que je bah, en fait, aujourd'hui, vous êtes légitime, au niveau de l'écriture. Enfin, vous êtes écrivain et puis aussi, auteur de ce livre sur la légitimité et vous êtes légitime et ça, c'est super. On arrive au bout, j'avais d'autres questions, mais c'est pas grave, c'était déjà très, très riche et en fait, vous avez fait un super déroulé sur, la libération des blocages. Merci beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça soit, ainsi, donc c'est chouette. Merci. Bah, je vous en prie. Est-ce que pour vous, le fait d'être devenu légitime, au niveau de l'écriture, est-ce que c'est une forme de souveraineté intérieure pour vous? Ou pas d'ailleurs, hein? C'est une satisfaction. Savoir si c'est une forme de souveraineté, je pourrais pas aller jusque-là. C'est peut-être quelqu'un d'extérieur qui pourrait dire si oui ou non ça l'est. En revanche, oui, dire que c'est une grande satisfaction parce que j'ai réussi à créer ma légitimité ici à partir des éléments que j'enseigne par ailleurs sur la façon de créer sa légitimité. C'est-à-dire que j'ai vu que ce que j'enseigne par ailleurs donne effectivement des résultats quand on veut bien se libérer de ces blocages. Parce que vous savez, on dit toujours les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et on a tendance à souvent avoir une grande facilité à dire aux autres, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Hein, surtout après coup, il y a beaucoup de gens qui sont spécialistes là-dedans. Après coup, ils vous disent, bah, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais là, en fait, non seulement je sais le faire, je l'enseigne, mais j'ai réussi à l'appliquer à moi-même. Et donc, voilà, c'est une forme de satisfaction de se dire, voilà, j'ai construit ma légitimité à écrire. Ça ne veut pas dire qu'elle est acquise. Quand vous avez construit votre légitimité, c'est tout un processus. Et comme ce processus est complexe, il suffit de perdre un des éléments de votre légitimité pour perdre votre légitimité. Notamment, on le voit dans les gestions de conflits, dans les négociations. Il suffit qu'à un moment donné, un élément soit remis en cause par vos interlocuteurs pour qu'ils cessent de vous considérer comme étant légitime. Donc, il faut bien connaître la façon dont ça se construit. On est au bout, il vous reste 2 minutes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, Alain? Je peux parler des heures, donc ne me demandez pas ça si vous voulez que votre podcast réussisse à tenir dans la demi-heure. Mais c'est pour ça que je vous ai dit que vous aviez 2 minutes. Non, non, je vais pas entamer un sujet, j'en ai plein. Simplement, Mais on pourra en faire d'autres, il y aura d'autres occasions. voilà, simplement, pour rester sur le champ de la légitimité, comme je vous ai dit, la légitimité, elle se construit dans le regard de l'autre. C'est un ensemble, la légitimité. C'est un petit peu comme des interrupteurs qui seraient placés tous les uns derrière les autres, vous savez. Chaque fois que vous acquérez une légitimité, vous basculez un interrupteur. Quand ils sont tous basculés, la lumière s'allume. La contrepartie, c'est que si vous en basculez ne serait-ce qu'un, la lumière s'éteint. Votre légitimité, c'est pareil. Il y a tout un travail pour construire sa légitimité et il suffira parfois de pas grand-chose dans une négociation, ne pas connaître ou ne pas maîtriser un dossier et ne pas savoir dire je ne sais pas.
parce que beaucoup de gens ont ce problème aussi, ça fait partie des choses. Quand on coach, vous savez, beaucoup de gens ont du mal à admettre leurs erreurs. Ils ne savent pas dire je ne sais pas. Et bien évidemment, il y a des façons de dire je ne sais pas en négociation. Ça fait partie des choses que j'ai enseignées aussi. Euh, à un moment donné, mieux vaut réussir à trouver un moyen de dire je ne sais pas, hein, que de risquer de perdre sa légitimité et donc bien évidemment derrière de perdre la négociation. Ben voilà, on est arrivé à la fin de ce podcast. Merci Alain d'avoir participé. C'était très intéressant. Merci. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé autant que moi, que ça vous a enrichi. Je vous mettrai dans le descriptif de cet épisode les informations vous permettant de retrouver Alain sur la toile et pour trouver son livre si vous voulez l'acheter. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.